l'avait quitté avec une biographie de l'immense Arletty. On le retrouve avec une fresque romanesque sur les 7 péchés capitaux, dont le premier volume s'intitule, je l'ai entre les mains, L'île de l'orgueil. Et cet ouvrage est en vente sur tvl.fr dans notre boutique TVL. Et je suis très heureux d'accueillir Nicolas Destiendorf, alias Néo. Absolument. Monsieur Néo, au lieu de Nicolas Destiendorf, c'est simplement pour gagner de la place sur la maquette de la couverture? On peut dire ça comme ça. Néo, en fait, c'est mon acronyme, c'est mon surnom. Et c'est surtout une sorte de nouvelle identité pour un nouveau projet littéraire, un nouveau projet romanesque. J'ai écrit beaucoup de livres, dans plein de genres différents, sous mon nom, qui est un nom historique très beau, mais parfois un tout petit peu encombrant. Et là, je veux disparaître derrière mon projet. Je suis dans le romanesque pur, dans un univers complet. Et j'ai envie de m'estomper pour que ce soit vraiment le projet, le roman, les personnages qui priment. Alors on sait que c'est moi, je ne le cache pas, mais comme Jacques Laurent signait certains livres, Cécile Saint-Laurent, ou Frédéric Dard et San Antonio, j'aime bien cette espèce de dualité, de bicéphalité romanesque et littéraire, qui est aussi un jeu de rôle et une pirouette, mais pour moi c'est important. C'est pas la volonté de faire table rase, de reporter tout ce qu'on a fait précédemment aux oubliettes, pas à la poubelle, aux oubliettes? Non, il n'y a pas de table rase, mais c'est autre chose, c'est une nouvelle voie, c'est une néo-voie. J'ai eu une vie qui a, bon, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais qui a beaucoup changé ces derniers temps. Donc, j'ai eu 50 ans, j'ai eu beaucoup de changements. Donc là, il y a une espèce de... Je ne renie rien de ce que j'ai fait. Je suis très content et très fier de certains livres que j'ai faits. C'est autre chose. Pour cette série-là, je suis Néo. Vous allez faire un livre sur Simone Signoret dans les prochains mois. Est-ce qu'il sera signé Néo, Nicolas Destiendorf? Nicolas Destiendorf. Néo, ce sont ces 7 péchés capitaux qui, si Dieu me prête vie et si mon éditeur me prête plume et à valoir, va durer jusqu'en 2031. L'île d'orgueil inaugure donc une série, on vient de le dire, sur les 7 péchés capitaux. Pourquoi avoir choisi de commencer par l'orgueil? Est-ce que ce thème vous fascine particulièrement? On dit que l'orgueil est le père de tous les péchés, on dit que tous les autres péchés découlent de l'orgueil, ça je ne suis pas théologien, mais en fait j'avais écrit ce roman sans penser à faire une série, et ce roman, il me manquait quelque chose. J'avais envie d'aller plus loin, et je me suis rendu compte que le thème majeur de l'intrigue était l'orgueil. Et je me suis dit non, je ne vais pas m'arrêter là. Et j'ai imaginé 6 autres intrigues, dont j'ai rédigé les synopsis. J'ai entièrement retaillé celui-ci en fonction des intrigues à venir, pour que ce soit connectés mais séparés, et j'ai proposé l'ensemble à mon éditeur qui a dit banco, ça ne s'est jamais fait, c'est original, on fonce, on y va. Alors l'orgueil dans différentes facettes, pour vous l'orgueil, est-ce que c'est toujours un défaut qui peut même pousser à faire des mauvais choix? On va le voir dans le livre. Ou est-ce que c'est surprenamment une force? Mais l'orgueil est une force et un défaut. On pourra dire que la vanité est un défaut. L'orgueil, c'est une énergie. Ce sont des choses qui montent de l'intérieur. Mais jusqu'à quel point... Voilà. D'ailleurs, c'est ce que j'étudie dans mon livre. À partir de quel moment est-ce que l'orgueil quitte, disons, la galaxie de la qualité, quitte la galaxie de positif pour verser dans le péché, même si je ne fais pas de morale. Et donc, mes personnages sont des écrivains, et il n'y a pas plus orgueil, il n'y a pas plus démiurgique qu'un écrivain. Et donc, pour moi, c'était évident si je parlais de l'orgueil, de raconter la vie d'un écrivain. Et vous allez donner à un de vos personnages le droit à l'orgueil. Absolument. Ce roman est un roman à suspense, dirait l'Académie française, quand était une bonne Académie française. Aujourd'hui, c'est un suspense. Vous revendiquez une atmosphère à la croisée. Alors, j'ai noté de Daphné du Maurier, Hitchcock et Roman Polanski. Est-ce que ces 3 termes vous conviennent? Absolument. C'est-à-dire que je suis, comme beaucoup de gens de ma génération, nourri aussi bien de lectures que de films, de livres, que de souvenirs cinématographiques. J'ai écrit un livre sur le cinéma, vous m'en aviez très gentiment parlé sur ce plateau. Et voilà, j'ai été nourri par les films d'Hitchcock, par l'atmosphère des films d'Hitchcock. Et il y a quelques années, j'ai découvert les romans de Daphné du Maurier que je n'avais jamais lus. Et j'ai été vraiment bluffé, notamment par un de ces romans qui s'appelle Le bouc émissaire, qui est une histoire de changement d'identité. C'est 2 personnages qui se rencontrent, qui sont sosies et qui échangent leur identité. Et je me suis dit, mais il faut que je fasse un livre sur ce même thème. Et c'est comme ça qu'est née l'intrigue de ce roman précisément. Et je ne pensais pas encore à l'époque faire un livre sur l'orgueil. Et ensuite, vous savez comment ça se passe. On creuse, on réfléchit et le livre se déplace, le livre évolue. Et ça a donné ce roman. On va parler de changement d'identité. L'écrivain raté Antoine Roquenot n'a plus rien. Il est ruiné, il est oublié. D'un autre côté, Marc Aubergier est un écrivain star. Et lui propose à Antoine Roquenot l'impensable, changer de vie, ou plutôt changer sa vie. Et cette question sous-jacente, jusqu'où peut-on aller pour voler un destin?
Ah bah c'est ça qui me passionnait. C'était de mettre face à face deux écrivains d'obédience totalement différentes, un écrivain totalement oublié qui a fait un livre, qui a fait un flop complet, qui ne s'en est jamais remis, et l'écrivain le plus célèbre de son temps, qui est un écrivain qui est un peu à la Salinger ou à la Thomas Pynchon, ou même à la Kubrick, pour parler d'un cinéaste, qu'on ne voit jamais, dont on ne connaît pas le visage, et qui publie une fois par an un livre qui est un succès colossal, et personne ne sait qui il est, où il vit, quelle est sa vie, à quoi il ressemble. Et tout à coup, cet écrivain, disons, invisible, réussit à rentrer en contact avec cet écrivain visible et ils décident d'échanger leur vie. Et pour moi, c'est une bande romanesque absolument jouissive et passionnante. Vous dites Daphné du Maurier, c'est l'idée d'échange d'identité entre deux écrivains, c'est là qu'est née cette idée-là. Mais est-ce que c'est pour vous une manière de poser aussi la question de l'authenticité dans le monde de l'édition? Est-ce que ça, c'est aussi une question d'actualité? Ou de toute actualité? Je suis peut-être pas allé jusque-là. C'est juste que, en fait, il y a un univers que je connais bien, c'est l'édition. Il y a une activité que je connais bien, c'est l'écriture. Et j'avais envie de parler un peu de mon métier, de ma vie, de mon quotidien, mais de façon purement romanesque, de façon purement imaginaire. J'ai écrit beaucoup de romans avant, qui sont des œuvres extrêmement denses, avec beaucoup de recherches, beaucoup de documentation, où je mets en scène des périodes historiques, des personnages réels. Là, je fais table rase de tout, si je puis dire. Je suis sans filet, je suis né dans le romanesque pur, comme chez Daphné du Maurier, comme dans les films d'Hitchcock ou de Polanski, d'ailleurs, ce que je raconte. Donc, ce sont des personnages que je pousse jusqu'au bout, que je mets dans une sorte de bouillon de culture et auquel j'impose ce thème de l'orgueil. Et c'est ça qui était très excitant, parce qu'il y a quoi de plus orgueilleux qu'un romancier? Le romancier, il se lève le matin, il se plonge dans son roman, il a l'impression d'être Dieu le Père. Dieu le Père pendant quelques heures, quelques jours, et en fait, je connais ce sentiment-là. Tout à coup, on se réveille, on éteint son ordinateur, et là, on retombe dans le monde réel, et là, on redevient juste un petit écrivain dans son coin. Et donc, pour moi, c'était passionnant d'explorer ce lubris, si je puis dire, des auteurs qui croient qu'ils peuvent piloter le monde parce qu'ils pilotent des personnages imaginaires. Et jusqu'à quel point, à quel moment est-ce qu'effectivement ces deux mondes rentrent en collision? C'est tout le thème de ce livre. Et pensez-vous que le succès en littérature repose davantage sur le talent ou sur l'image que l'on se fabrique? Et j'ai pris un autre écrivain chez Albin Michel, vous n'en direz pas de mal, Amélie Nothomb. Bien sûr. À la fois un talent avéré, et puis aussi une image qu'on fabrique, un chapeau. Oui, ça, à la limite, tout est bon à prendre. En même temps, moi, depuis 25 ans, je porte des tenues un peu étranges, et j'ai eu des tenues beaucoup plus colorées à une époque. On a le droit aussi d'avoir un look, comme on dit maintenant, mais l'image, on est dans une période d'image. Je veux dire, jusqu'aux années 60-70, un écrivain, c'était un monsieur derrière sa machine à écrire ou son cahier, qui envoyait son livre à l'éditeur, et ensuite, le livre était publié. Point barre. Il y avait quelques émissions à la télévision, c'est tout, de la radio. Arrive les années 70, arrive Bernard Pivot, et l'écrivain devient un personnage visuel. Pivot a énormément fait pour les livres, et en même temps, il a créé l'écrivain bon client des médias, l'écrivain personnage. Sans lui, Patrick Modiano n'aurait pas eu, je pense, la renommée qu'il a, parce qu'on l'a découvert, le public l'a découvert cet homme qui parlait avec la langue des signes. Jean d'Ormesson, Amélie Nothomb, tout ça sont devenus des personnages télévisuels. Tant mieux pour le livre, tant mieux pour le auteur. Ensuite, un écrivain qui n'est pas un bon client dans les médias, et ça c'est un piège, parfois effectivement s'il n'a pas une œuvre suffisamment solide derrière, il perd les pédales. Donc ça déplace un peu le curseur, mais bon, je pense que les lecteurs sont pas totalement idiots. Quand un livre est bon, il marche. Quand un livre est pas bon, c'est pas uniquement parce que son auteur n'est pas bon à la télé que lui va marcher. Changement d'identité entre Antoine Roquenot et Marc Aubergier, changement d'identité entre Nicolas Destienne-Dorve et Énéo. En fait, à quel personnage du roman vous pourriez avoir les traits de Néo? Est-ce que c'est Antoine ou est-ce que c'est Marc? Vous répondez, je ne sais plus exactement quel personnage me représente. Ici, en l'occurrence, l'un et l'autre pourraient être les deux parts de ma psyché. De toute façon, un écrivain est forcément un peu schizophrène, puisqu'il passe une partie de sa journée dans le monde réel et une partie dans le monde imaginaire. Donc il y a un côté Janus, et je suis forcément les deux personnages, voire l'ensemble des personnages du roman. Et c'est même le propre de cette histoire, et cette mise en abîme permanente qui m'amuse beaucoup dans cette série, c'est que tout ça, c'est une histoire de romancier qui invente des personnages et qui perdent, disons, la ligne de frontière entre le réel et l'imaginaire. Et moi-même, je ne sais plus qui je suis. Et ce matin, j'étais encore chez moi en train de plonger à verrouiller La Luxure, qui est le suivant.
Et en fait, je suis un peu de tous les personnages. Et donc, je suis dans la luxure en même temps. L'après-midi, je suis avec vous à être dans l'orgueil. Moi-même, je me perds dans mes propres livres. Et c'est ça qui est grisant. Et de se dire que je vais pouvoir continuer comme ça pendant 7 livres, là, il y a ce côté enthousiasmant de l'écrivain qui sait qu'il a un monde à portée de main, à portée de plume, à portée de clavier. Et c'est un des plus beaux métiers qui soit. Alors, sans dévoiler l'intrigue de ce roman, c'est un thriller, pardon. Et il y a donc peu de possibilités de l'évoquer sans le déflorer. Donc, on va rester sur des éléments importants du livre, du roman psychologique. J'ai noté, moi, l'ambiance et puis le choix du fantastique. Alors, l'ambiance, avec 2 considérations essentielles. L'histoire, à huis clos, se déroule sur une île et dans le décor très fort de la Bretagne. Et ma question est tout de suite, pourquoi ces choix, et notamment celui de l'isolement insulaire ? D'abord parce que j'ai un tropisme îlien. Depuis toujours, je passe mes étés dans une île qui n'a rien à voir avec ça, qui est à la frontière canadienne, une île lacustre. Mais pour moi, l'île, c'est le décor romanesque parfait. C'est-à-dire que d'abord, tous les éléments sont réunis et de façon concentrée. Il y a la terre, il y a l'eau, il y a l'air, il y a le feu s'il y a des problèmes d'incendie ou s'il y a des problèmes d'électricité. Donc c'est quelque chose... Déjà, ça implique une sorte de situation dramatique à la base. Et ensuite, l'idée de la Bretagne, parce que ça parle aux gens. J'aime le décor, j'aime que les gens soient des émanations des lieux et qu'effectivement que les lieux imprègnent les personnages à tel point qu'ils en deviennent le reflet. Et c'est cette tradition du roman dit d'atmosphère qu'on voit dans les livres de Daphné du Maurier ou du roman à suspense. Là, très récemment, Gallimard vient de rééditer les livres de Boileau-Narcejac qui pour moi aussi sont des références, c'est-à-dire cette tradition du roman à suspense, du roman mystère, mais bien écrit avec des vrais personnages et avec une exigence littéraire. C'est pas parce qu'on écrit disons du divertissement que ça doit être relâché, disons amusé avec exigence. Pour moi, c'est ma ligne de conduite. Et la Bretagne? Et la Bretagne parce que ça en plus je suis pas particulièrement breton, mais j'aime ces paysages-là parce que c'est une partie de la France qui me fait rêver parce que c'est une partie quand même très préservée. C'est des climats très très contrastés, c'est des paysages violents. Il y a un côté un peu wagnérien, il y a un côté un peu lyrique dans ce genre de paysage. C'est juste que ça m'inspire, comme les îles anglo-normandes m'ont inspiré, comme les îles même de l'Europe du Nord m'ont inspiré. C'est la confrontation entre les éléments qui pour moi est une inspiration romanesque immédiate. Et le choix du fantastique, bien sûr. Alors ça, c'est pas une nouveauté pour ceux qui connaissent votre œuvre, mais ce roman flirte là aussi, lui, avec le fantastique à travers la présence, on va dire, d'un enfant noyé. Ce fantôme est-il une métaphore de la culpabilité des personnages ou faut-il y voir un véritable élément surnaturel? Ce que j'aime, c'est ne pas répondre à votre question. C'est-à-dire que tout est dans le mystère, tout est je joue sur la frontière entre le réel et l'imaginaire, entre le fantasme et la réalité, entre le vrai et le faux. C'est-à-dire que ces gens, une fois qu'ils sont dans cette île, sont dans un monde parallèle. Donc, les frontières sont floues. Et ce n'est pas un roman fantastique, mais c'est une forme de réalisme poétique. On est toujours à la lisière des genres, comme ce livre est lui-même à la lisière de la littérature traditionnelle et de la littérature de genre. J'aime pas que les frontières soient marquées. Je veux qu'on soit dans une sorte de flou. On est dans le romanesque, on est dans l'imaginaire, on est dans la promenade littéraire. Est-ce que la fiction permet de mieux connaître, de comprendre le monde ou au contraire de s'en détacher ? Les deux, c'est le vieux principe de la fable, c'est-à-dire que quand on vous démontre une théorie de façon abstraite, on est perdu. Mais dès l'instant qu'on vous l'explique par l'exemple et par l'imaginaire, ça parle. Je veux dire, La Fontaine a été le premier à nous expliquer le monde juste en nous racontant des animaux qui se parlent, ou plus récemment Marcel Aimé. Les contes du chat perché qui sont expliquent plus aux enfants que tous les logarithmes froids qu'on pourra leur imposer. Bonne nouvelle. Après ce roman, il y en aura donc 6 autres, 7 péchés capitaux moins 1, 6. Le luxure, la gourmandise, l'avarice, la paresse, l'envie, et puis enfin la colère. Et vous indiquez que ces 7 romans n'ont pas besoin d'être lus dans un ordre précis, tous se répondent, se font écho, suivent parfois les mêmes personnages. Ce sont les 7 portes d'une même maison. Comment on s'y prend pour aboutir à cela ? C'est-à-dire, on s'y prend en amont. Ils ne sont pas tous écrits. J'en ai écrit environ 2,5, si je puis dire, voire presque 3. Il m'en reste encore 4 à faire. Et c'est sur pas mal d'années. C'est-à-dire que
J'avais écrit le premier, comme vous le savez, comme je vous l'ai dit, et ensuite j'ai dû tout repenser en fonction des 6 histoires que j'ai imaginées. Donc j'ai les synopsis, pour parler très techniquement, j'ai les synopsis de toutes les histoires, avec des personnages récurrents, plus ou moins, c'est-à-dire que le personnage principal de l'un, on le voit passer de façon fugitive dans un autre, puis dans un troisième. Il peut y avoir une scène de l'un qu'on voit sous un autre angle dans un roman suivant. Alors, c'est absolument grisant, ça implique beaucoup d'organisation, pas mal de post-it posés sur les murs, des cartes, des arbres généalogiques. On ne peut pas ça sur ordinateur, c'est sur un mur. Non, j'écris sur ordinateur, mais c'est bien d'avoir visuellement les choses pour, voilà, comme dans le film Usual Suspect, où il faut qu'ils aient tous les petits post-it pour ne pas se perdre. Et puis, c'est important, oui. Mais c'est... Voilà, je bosse un peu comme un flic aussi. C'est-à-dire que je fais l'enquête sur mes propres personnages. Et tout à coup, je me rends compte qu'en évoluant dans l'intrigue de l'un, qu'il manque un élément dans l'autre, donc je repars en arrière. Alors, sur celui-là, j'espère que tout va bien, parce que là, je ne peux pas revenir dessus. Mais voilà, il faut que tous ces livres soient interdépendants tout en étant indépendants. C'est-à-dire qu'ils se répondent, mais ils sont connectés, mais il n'y a pas de suite chronologique. Il faut qu'on puisse les prendre dans tous les sens et que même les combinaisons impliquent un ressenti littéraire différent. Et si je vous dis Néo, est-ce que vous savez comment se termine le 7e ouvrage consacré à la colère? Est-ce que vous savez j'ai ou pas? Toutes mes histoires, le début, le milieu, la fin, j'ai des synopsis qui font 6 ou 7 pages. Alors ça va évoluer un peu, mais globalement je vais rester là. Maintenant il faut les rédiger, il faut les écrire, il faut les nourrir. C'est-à-dire que j'ai un début de squelette. Il faut avoir l'être humain parfait à la fin. Mais c'est très excitant. D'aucuns pensent que c'est une prison pour les livres à venir. Au contraire, il y a une liberté extraordinaire. Se lever le matin, se dire je retrouve mes personnages. Maintenant on va de tel côté du globe. Enfin tout se passe globalement plutôt en France, mais et j'invente une géographie parallèle, j'invente un village un peu d'origine dont on se rend compte qu'ils viennent tous. Enfin, c'est très, très amusant. Marc Auberger, votre héros, un de vos 2 héros, dans le roman, publie un livre, lui, chaque année, mais alors il en a déjà rédigé 7 à l'avance. On va dire pourquoi. Alors, ma question, elle est simple. Cette romance, cette fresque des péchés capitaux, est-elle déjà totalement écrite? Vous me dites que non, mais est-ce que c'est déjà totalement écrit et finalement vous l'auriez caché dans un coffre, caché dans une maison, caché dans une île? Ça m'arrangerait, mais c'est pas le cas. Ça m'arrangerait. C'est pas encore le cas. Non, je vous ai dit, j'en ai. Il y en a un qui est publié, il y en a 2 qui sont plus ou moins écrits. Les autres, j'ai les synopsis, mais je m'ennuierais si tout était pas, si tout était déjà fait. Ça c'est. Parce que le mélange du vrai et du faux m'amène à douter de toute façon, tout. Il y a une mise en abîme permanente entre le thème du livre, le sujet du livre et ma vie à moi, et les personnages et ce que je vis moi. Et au bout d'un moment, peut-être que je vais passer dans un monde réel et c'est un fantôme, c'est un alias qui viendra vous voir pour le prochain livre si gentiment vous me réinvitez. Est-ce que Néo dit dans tous les entretiens qu'il disait, mais je vais en faire un par an. Mais par contre, votre éditeur, lui, j'ai l'impression qu'il va beaucoup plus vite que ça. Parce que alors, il annonce déjà la suite, le 2e tome consacré, on l'a dit, à la luxure. Et alors, je lis bien, apparaître prochainement. Alors, le prochainement, c'est quand même à l'hiver 2026. Quoi. Oui, mais dans un an, prochainement, c'est un prochainement lointain, non? Voilà, vous savez bien que le temps passe vite, que tout file. Moi, je vois que mes enfants qui grandissent, c'est effrayant. Donc, en fait, ça va venir très vite. Entre-temps, je fais un livre sur Simone Signoret, comme vous l'avez dit. J'ai différents autres projets, mais là, ça va être ma colonne vertébrale pour les années à venir. Et si tout à coup, mon éditeur me dit, allez, on avance la cadence, on accélère, je peux le faire. Je serai sur les rotules, mais je peux y arriver. Je crois que les lecteurs vous demanderont de le faire, ça, j'en suis sûr. Gageons. Je suis sûr. Retour sur le choix du pseudonyme Néo, quand même. Un jour sur l'anonymat et un jeu sur l'anonymat et l'identité. Ce choix de pseudonyme reflète-t-il une mise en abîme du thème de l'usurpation ou, comme dans le roman, de la transition, de la permutation? Ce sont 2 termes qui sont dans l'ouvrage. Les deux. Je veux dire, je suis l'un et je suis l'autre. Je suis l'un et je suis l'autre. En fait, là, vous pointer quelque chose auquel je n'avais pas pensé forcément. Et ce qui est amusant, c'est de voir à quel point la mise en abîme se met en marche, se révèle au fur et à mesure que le livre découvre des lecteurs, rencontre des lecteurs. Et c'est la preuve que voilà, un livre est une matière vivante et organique et c'est très très excitant. J'ai vraiment l'impression d'avoir accouché d'un enfant. Et c'est ça qui est merveilleux quand on fait ce métier-là. Voilà, ça nous sort de notre tête et tout à coup ça devient vivant. Je vais être Néo
pour cette série-là, et peut-être que je vais avoir envie de faire une autre série, mais voilà, Néo, c'est mon identité de, j'allais dire de feuilletoniste, mais ce ne sont pas des feuilletons, et c'est une série au sens noble et littéraire du terme, je veux dire, sans vouloir me mettre dans cette même galaxie, je veux dire, ce principe de livre interconnecté, c'est le principe d'une comédie humaine, c'est le principe des Rougon-Macquart, bien entendu, je ne vais pas là, mais ce n'est pas juste comme le Juif errant ou les mystères de Paris, une histoire qui se suit, c'est un univers cohérent, enfin j'espère. Votre roman est accueilli par la critique littéraire avec beaucoup de bienveillance, même avec beaucoup de sympathie. Vos propos les propos sont très aimables, notamment comme l'a fait dernièrement, je crois, Tatiana de René dans les colonnes du Parisien. C'est pour vous un motif d'orgueil? Bon, évidemment, si j'étais pas orgueilleux, j'écrirais pas de livre, j'écrirais pas un livre sur ce sujet. Je veux dire, l'orgueil, c'est un moteur, c'est ce qui me fait lever le matin. En même temps, c'est un métier de grand orgueil et d'immense humilité de faire ça. C'est-à-dire que là, je suis en train d'écrire mon livre, et je suis tout plein de mes personnages et de mon univers. Le livre sort, je vais dans un salon du livre dans une ville française, je suis derrière une table à tréteaux, je vends 4 livres en 2 jours, et là, tout à coup, ça recadre, et c'est très sain. Et en fait, la vie d'un écrivain, c'est passer de l'un à l'autre. Contrairement à mon personnage de Marc Auberger, qui lui vit dans sa tour d'ivoire, ne connaît pas ses lecteurs, moi je vais à la rencontre de mes lecteurs. Et même s'il y en a 2, même s'il y en a un, au moins, voilà, j'ai un contact, et là je suis en contact avec ce monde qu'on dit réel. Nicolas Destendorf se plaint pas, il a son je public, me plains il pas. a ses lecteurs. Oui, je me plains pas, mais vous savez... Il a un nom. Alors, j'ai tellement un nom qu'il se permet de le supprimer pour continuer à vendre ses bouquins. Absolument. Quel orgueil. Oui, une fois de plus, tout ça est une histoire d'orgueil. Mais voilà, vous savez, on est pas tout à coup, on est très, disons, sensible quand on fait ce métier-là. On est aussi à fleur de peau. Et quand tout à coup, on se rend compte de l'immensité du choix de livres, et tout à coup, on se retrouve noyé au milieu de la masse de nos propres contemporains littéraires, ça, c'est aussi une école d'humilité, vraiment. Et tant mieux, parce que ça recadre constamment. Et l'école d'humilité, si Netflix vient vous voir en disant Néo, ça c'est le premier épisode d'une série qui en aura 7. Mon orgueil se portera très bien. Parce que c'est quand même fait pour. J'aimerais bien. Je ne parle pas de la qualité de Netflix, mais de l'idée de faire un feuilleton. Ça pourrait faire un feuilleton, ça pourrait faire des films unitaires, comme on dit maintenant. Ça peut être sur Arte, hein, je n'avais pas de choix précis à mais imposer. Mais ce serait... moi, j'aimerais beaucoup que ce soit adapté. C'est des livres qui sont faciles. Enfin, en tout cas, celui-ci, c'est des intrigues ramassées, c'est du huis clos. C'est très visuel, je l'ai vu. Moi, quand j'écris un roman, je le vois. Et cela particulièrement. Donc voilà, je vois l'écran, je vois les images, je vois le découpage. Mais je ne suis pas cinéaste. Je rêvais de faire ça quand j'étais enfant. Et finalement, je suis devenu romancier, peut-être par dépit. Et jamais je me suis senti aussi libre que justement qu'en écrivant des romans. Donc, j'adorerais que ça devienne des films, bien entendu. Et mon orgueil s'en porterait très bien. Pas que mon orgueil. Merci beaucoup, Nicolas Destendorf. Merci, Néo, d'être venu. Merci et puis, à donc, vous. Vous êtes invité pour 6 autres entretiens dans les 6 années à venir. Avec plaisir. Gageons. Avec moi ou d'autres, on verra. Merci à vous. À bientôt. Merci.